Salam alaikum, Azul, bonsoir. La répression du Hirak par le régime algérien, sa brutalité, l'instrumentalisation de la justice contre les manifestants, les arrestations arbitraires, les violences policières, la pression exercée contre des villes entières pour les empêcher de rejoindre les manifestations populaires, les mauvais traitements et jusqu'aux agressions sexuelles contre les hirakistes n'en finissent pas d'interpeller les opinions publiques et les plus hautes institutions internationales. Il en est de même des pressions exercées contre les rares journalistes et médias qui tentent un tant soit peu d'informer en toute objectivité. Rien ne leur est épargné, ni les menaces et intimidations, ni les gardes à vue, ni même les incarcérations. Les déclarations et condamnations en tout genre ne se comptent plus. La dernière en date est celle du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, qui a eu lieu aujourd'hui. Elle a été faite par le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme, M. Rupert Colville, lors d'un point de presse à Genève. Le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme a affirmé que l'ONU a reçu des rapports faisant état de l'usage inutile et disproportionné de la force contre des manifestants pacifiques, ainsi que d'arrestations continues. Il a exhorté les autorités algériennes à cesser de recourir à la violence pour disperser les manifestations pacifiques et de mettre fin aux arrestations arbitraires et détentions de personnes ayant exercé leur droit à la liberté d'opinion, d'expression et de réunion pacifique. M. Colville a fait part de violations répétées, affirmant qu'à 4 reprises, en avril et mai, des marches d'étudiants ont été empêchées. Les autorités ont continué à bloquer l'accès aux points de rassemblement des manifestations. Des centaines de manifestants ou toute personne que les forces de l'ordre ont supposé être un manifestant ont été arbitrairement arrêtés, nous a-t-il affirmé. Il a relevé par ailleurs que certains manifestants auraient été détenus puis relâchés après avoir été contraints de signer un document promettant de ne plus participer aux manifestations. Et il a rajouté qu'au cours des 2 derniers mois, des militants, des défenseurs des droits humains, des étudiants, des journalistes, des blogueurs et de simples citoyens, exprimant pacifiquement leur désaccord, ont continué à faire l'objet de poursuites pénales. Les militants du Hirak continuent, selon M. Rupert, d'être poursuivis sur la base de lois trop larges, même après l'annonce d'une grâce présidentielle en février de cette année. L'ONU demande aux autorités algériennes d'honorer la grâce présidentielle accordée aux personnes participant au mouvement Hirak et de cesser toute forme de harcèlement et d'intimidation à leur encontre, a indiqué par ailleurs le porte-parole du Haut Commissariat. Et il a réitéré l'appel du Haut Commissariat aux droits de l'homme aux autorités algériennes pour qu'elles mènent des enquêtes rapides, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de violation des droits humains et qu'elles veillent à ce que les victimes obtiennent des réparations. Rappelons qu'il y a un peu plus de 4 semaines, en date du 5 mars 2021, la même institution, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, avait réclamé une enquête et la fin des détentions arbitraires aux autorités algériennes. Et c'était dit, le même Haut Commissariat, très préoccupé par la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie et par la répression
continue et croissante contre les membres du mouvement pro-démocratique du Hirak. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري. L'ONU interpelle le régime algérien sur sa dérive sécuritaire. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici Hassan Hiresh, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous. Merci à vous et merci aux téléspectateurs qui nous regardent. Merci. Et qui acceptent quand on leur dise notre opinion sur ce qui se passe. Merci beaucoup. Moussab Hammoudi, chercheur en sciences politiques à l'EHESS. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Bienvenue aux invités, aux téléspectateurs, à l'équipe technique. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Nous aurons tout à l'heure Maître Rachid Messili qui nous rejoindra, directeur de l'ONG El Karam à Genève. Et avec nous ici, Maître Mokran Ait Mimoun, avocat. Maître Mokran Ait Mimoun, merci d'être avec nous. Merci, Monsieur Benchnouf, pour l'invitation faite. Salutations aux invités sur le plateau et également mes hommages à tous vos téléspectateurs d'El Magharibiya. Merci beaucoup, Maître. Alors, mes chers amis, d'abord quelques informations du jour. Au tribunal de Sidi Mohamed à Alger, l'affaire des manifestants, arrêtés le vendredi 7 mai. Afaf Megarit, Toufiq Mellab, Sofiane Ouazid, Abdelhaq Belhoumari, qui avaient été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction et qui ont été présentés devant le procureur, qui a décidé de comparution immédiate. Leur procès est renvoyé au 17 mai 2021. Ils sont inculpés d'incitation à attroupement non armé, outrage à corps constitué, atteinte à l'intégrité de l'unité nationale, publication pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Shafiq Mjahed, placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction après présentation devant le procureur, on lui reproche atteinte à l'unité nationale par des publications, outrage à corps constitué, désobéissance, attroupement non armé, incitation à attroupement non armé, complot ayant pour but d'inciter les citoyens contre l'autorité de l'État. À Alger, aujourd'hui, pendant cette marche des étudiants qui a été totalement empêchée, impossible pour les étudiants de manifester et ceux qui les accompagnent, des journalistes et photographes ont été interpellés aujourd'hui à Alger. Il s'agit de Sami Kharroum, Al-Watan, Khaled Dararni, Kasba Tribune, Fariel Bouaziz, Interligne, Hakim Hammish, photographe à Tariq News, Mustafa Bastami, Al-Khabar, Abd Smad Titraoui, Tariq News. Ils ont tous été relâchés tout à l'heure. À Bjaïa, une vingtaine de personnes ont été interpellées lors de la marche des étudiants, qui a été tout autant empêchée. Et dans un communiqué rendu public ce mardi 11 mai, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a estimé que l'heure est grave en Algérie. Je cite toujours, « Le pays traverse une période sombre et dangereuse, marquée par la multiplication des atteintes aux droits de l'homme et aux libertés individuelles et collectives, à la veille des élections législatives du 12 juin. » Voilà, donc le sujet qui nous concerne aujourd'hui est ce point de presse fait par le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme auprès des Nations Unies. Un point de presse très particulier, quasiment le même que celui du 5 mars 2021, qui a traité de l'Algérie, de la Palestine et de la Birmanie. Birmanie. Myanmar. Voilà.
Et donc, nous allons parler aujourd'hui, et nous allons commencer par écouter la collaboratrice du porte-parole du Haut Conseil. Nous exprimons notre préoccupation grandissante s'agissant de la situation en Algérie, où la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que les droits des réunions pacifiques et les droits de prendre part à la direction des affaires publiques, continuent d'être attaqués. Nous continuons de recevoir des informations faisant état de l'usage inutile et disproportionné de la force à l'encontre des manifestants pacifiques ainsi que d'arrestations et de poursuites. À 4 reprises en avril et en mai, des marches étudiantes ont été empêchées. Des centaines de manifestants, mais aussi des personnes considérées par les forces de sécurité comme telles, ont été arrêtées de manière arbitraire. Nous exhortons les autorités algériennes à cesser d'utiliser la violence pour disperser des manifestations pacifiques et à mettre fin aux arrestations arbitraires et à la détention d'individus pour avoir exercé leurs droits fondamentaux à la liberté d'opinion, d'expression et de réunion pacifique. Nous appelons également les autorités algériennes à mettre fin à tout harcèlement judiciaire et à toute intimidation à leur encontre. Marta Hurtado, donc collaboratrice du porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme auprès des Nations Unies. Alors, mes chers amis, réaction? La réaction, elle est tout à fait naturelle. Il ne faut pas qu'on s'étonne justement que l'ONU et ses services qui s'occupent des droits de l'homme interpelle l'Algérie, parce que l'Algérie a signé des pactes internationaux où elle s'est engagée formellement à respecter les droits de l'homme, à ne pas traduire des manifestants pacifiques devant la justice, en prison, à torturer, à violer, etc. Donc je trouve qu'il était temps que l'ONU effectivement réagisse depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et effectivement, il ne les lâche plus. Il y a, on va dire, une augmentation de la pression morale, politique, etc., qui est exercée sur le pouvoir algérien par effectivement les départements relatifs aux droits de l'homme. Il faut rappeler... Seulement, il y a eu d'autres institutions comme le Parlement européen. Absolument. Là maintenant, oui. on parlait oui, déjà, oui. Tout à fait. Beaucoup d'institutions, d'ONG. Absolument. Même le département d'État américain. Absolument. Absolument. En fait, il faut relever quand même peut-être des choses extrêmement importantes. Jadis, l'Algérie était protégée par Moscou, par l'Union soviétique, et donc l'Algérie pouvait assassiner à l'étranger, assassiner chez elle, pouvait faire absolument ce qu'elle voulait, emprisonner qui elle voulait, etc. Elle ne risquait absolument rien comme condamnation au niveau de l'ONU, parce qu'il y avait le parapluie soviétique. Maintenant, c'est de moins en moins le cas, et pour des raisons qu'on peut expliquer, mais c'est pas le lieu aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, les mensonges du régime algérien sont battus en brèche par de simples militants qui se battent tous les jours, aussi bien en Europe, en Amérique du Nord. Qui attirent l'attention de ces institutions. Absolument. C'est leur travail. Et sur le terrain également, qui contactent les chancelleries étrangères, qui contactent les organisations internationales, au niveau des droits de l'homme, au niveau de la presse internationale, etc. Il faut un travail de fourmi. Ce qui veut dire, comme vous le disiez en aparté avant qu'on commence, ce qui veut dire que l'armada que possède l'Algérie au niveau des consulats, au niveau des ambassades, au niveau des lobbies, au niveau de tous les journalistes aussi qui sont payés grassement par l'Algérie dans un certain nombre de quotidiens, d'hebdomadaires, etc. Au niveau international. Malgré cela, ça veut dire que le travail fait par les militants du terrain qui veulent tout simplement que l'Algérie retrouve des bénévoles qui y vont de leur poche et qui ont réussi à battre sur le terrain du lobbying des spécialisés, des experts, des gens qui ont énormément de moyens. Absolument, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Ce qui veut dire tout simplement que la vérité finit toujours par triompher. Et cette vérité-là, elle sort de la bouche des petites gens.
Elle sort de la bouche des petits militants associatifs ou de petits partis politiques qui sont complètement écrasés, marginalisés, exclus, etc., d'ONG. Et on le voit quotidiennement, des gens qui sont courageux, qui réservent beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leurs moyens, etc. Oui. Voilà. Et puis, peut-être aussi rappeler, M. Benchenouf, que l'année dernière, le 4 septembre exactement, 2020, il y avait un article sur l'APS disant que le bureau du contentieux de l'ONU à Genève, au niveau des droits de l'homme, avait rejeté des plaintes déposées par les Algériens. Et il avait même cité le nom du directeur. Il cite même le nom de Issam Al-Mohammadi, qui aurait justement dit que, voilà, en 24 heures, nous avons décidé que finalement toutes les plaintes déposées par ces militants-là dont on parle, finalement, elles ne correspondent pas à la réalité. Et bien finalement, qu'est-ce que ça s'est avéré? Toute honte but, c'est quand même dans l'organe officiel de l'APS. De l'APS. C'est l'organe d'expression et officielle. Ils ont reçu une gifle, puisqu'il y a eu démenti. Non seulement un démenti, mais ils leur demandent de rectifier. Et ils ont retiré. Et ils disent que ce personnage-là que vous citez n'existe pas dans aucun service. Aucun Et service. c'était l'APS. Et c'était l'APS. Et ils ont retiré ce canular, j'allais dire, de l'APS. Voilà. Et donc, quand l'ONU, quand tous les services de l'ONU regardent, qu'ils sont capables de mentir, même falsifier des communiqués. Voilà, de trafiquer des communiqués et de citer honteusement les services de l'ONU elle-même, c'est-à-dire la goutte vraiment a fait déborder le vase. Et donc, c'est tout à fait normal. Et j'espère que tous ces services de l'ONU qui s'occupent des droits de l'homme, qui s'occupent du respect justement de la personne humaine, vont encore apprécier, augmenter leur pression sur le pouvoir algérien pour justement que cessent ces exactions et ces forfaitures qui sont innommables, totalement innommables. Comment, 60 ans après l'indépendance, M. Benchenouf, on continue d'arrêter pour une opinion, sur Facebook. On continue d'arrêter des journalistes qui font leur métier. On continue d'arrêter des militants des droits de l'homme qui sont sur le terrain, qui ont absolument les mains vides. On continue d'arrêter... De menacer, d'intimider, de torturer, d'agresser sexuellement. Et d'aggraver le code pénal en disant que si jamais vous touchez à la moindre une funéraire du tombeau algérien, écoutez, vous risquez 20 ans de prison. Mais ils n'ont pas réaménagé les peines pour ceux qui fraudent aux élections. Au contraire. Là, c'est 3 mois à 3 ans de prison. Non, même pas. Parce que je vais vous dire, ça c'est sur papier. Oui. On l'a vu depuis l'indépendance. Tous ceux qui fraudent, tous ceux qui bourrent les urnes, ils ont des primes. Ils ont des primes. Ils ne le font pas pour rien, évidemment. Et en plus, ils ont droit à l'ascension sociale. Moussab. Alors, donc, déjà, pour la réaction par rapport à la note de presse, c'est un moyen de communication, donc il est un peu mitigé et c'est un peu ordinaire. Mais cela indique aussi qu'il y a un travail qui est en gestation, qui est en cheminement, qui est en germination et qui est au niveau donc des organes onusiens. Faut savoir que cette note de presse vient aussi d'un porte-parole d'un département des Nations Unies. Ce n'est pas le secrétaire général des Nations Unies lui-même. Donc, ça serait intéressant d'arriver à ce point. L'Algérie est citée dans cette note de presse, en même temps, dans le même contexte, après la Birmanie, qui a une junte militaire qui exécute un coup d'État là-bas, oui. Et la question palestinienne avec l'occupation. Qui est en ce moment même, d'ailleurs. Exactement. Et qui ont toute notre solidarité absolue. Donc, l'Algérie ici, le régime algérien est cité entre une junte militaire qui exécute un putsch
et des territoires occupés. Cela donne un peu l'aperçu du statut de ce régime militaire. Maintenant, sur les termes eux-mêmes, bien sûr, c'est à encourager, sauf que on espère qu'il y ait des termes plus audacieux, qu'il y ait plus d'audace et plus de condamnation. Parce que moi, déjà, dans ce communiqué, ce qui m'a désolé, c'est l'absence du terme condamnation. C'est un terme clé dans le glossaire des Nations Unies. Peut-être parce que le Haut Commissariat n'est pas habilité à condamner. Il ne l'est pas, et surtout que c'est juste une note de presse et non pas un rapport. Oui. Donc il y a eu des termes intéressants, comme l'arbitraire, comme l'instrumentalisation judiciaire. Ça, ce sont des termes très forts. Usage inutile et disproportionné de la force Ça, à l'encontre des manifestations pacifiques. Oui, Oui. Les manifestants pacifiques, c'est très Oui. intéressant. Oui. Sauf qu'il y a aussi des atténuations. Parce que quand on parle des sévices sexuels, de la torture par les sévices, c'est un peu atténué, on la rapporte au second degré, et c'est un discours indirect. Alors que pour nous, on les voit, ce sont des faits. Il y a des témoignages, il y a des enregistrements, et il y a de l'archivage là-dessus. Donc on souhaite qu'il y ait moins de faits atténués et plus de faits accentués. Et bien sûr, je suppose qu'il y aura un rapport suite à cela. Et c'est là où on veut qu'il y ait vraiment, on souhaiterait qu'il y ait les termes clairs. Parce que ici, la condamnation doit y être. Ce sont les pratiques actuelles du régime algérien, de la police politique, le fait qu'il y ait de la police politique dans un régime qui a ratifié les conventions internationales de protection de l'enfant, de la protection des droits humains, ça doit être condamné quand on les affronte. Justement, Moussab, je m'excuse de vous interrompre, mais vous pourrez reprendre le cours de votre raisonnement. Comment ce régime, qui est signataire, volontaire et enthousiaste de traités, de conventions bilatérales, de conventions générales, comment peut-il violer ses propres traités et conventions qu'il a lui-même signés et puis venir crier à l'ingérence étrangère ? Et justement, ça c'est son quiproquo majeur parce qu'il se croit dans la période où il a encore une facette civile qui le masque. Donc il croit encore qu'il peut faire ses pratiques en cachette, qu'il n'y a plus de lumière sur lui et qu'il a une facette civile qui peut masquer, maquiller. Ou absorber à la limite. Voilà, non, surtout projeter des mensonges. Exactement, aussi. Ouais. Donc, mais ici, on a quoi? Tout le monde menace au niveau de ce régime. Chengreha menace, Benchir menace. Le ministre de l'Intérieur menace. Le ministre de la Communication menace. Pareil, le responsable des droits de l'homme menace, tout le monde menace. Le DGSN qui a aujourd'hui l'intérim du ministre de l'Intérieur, rappelez-vous, qui menace. Qui menace, bien sûr. Même le ministre du Commerce. Tout le monde. Alors, même le ministre du Commerce. Bien sûr, tout le monde. Du travail aussi. Donc, tout le monde est menace. Ce qui fait que la face sauvage du régime, elle est très claire. Mais lui, il ne se rend pas compte. Maintenant, au niveau des organes onusiens, il faut multiplier encore le travail de sensibilisation, d'archivage, et savoir, là, une petite nuance, en espérant, mon espoir est surtout basé sur le rapport. Il doit y avoir un rapport prochainement sur ça, et c'est là où il y a les termes clés qui sont vraiment à prendre en considération. C'est que le viol, les sévices exercés sur les enfants et les mineurs, ça, ce sont des faits. Ce ne sont pas quelque chose, on ne les rapporte pas au second degré. Donc, que ça apparaisse. Et surtout, la condamnation, parce qu'avec déjà les termes qui ont été mentionnés dans le point de presse, il y a de quoi condamner le régime algérien. Donc, il faut multiplier aussi les actions. Mais, pour le Hirak, de la part du Hirak, attention à ne pas tomber dans un petit piège. Il faut être clair là-dessus. Ce travail de sensibilisation des organes unisiens ne remplace pas le travail sur le terrain. Parce que j'entends certains charlatans juristes qui essayent de dire que c'est le travail, abstraction faite du terrain. Non, c'est pas ça. C'est exactement le travail de pression, d'escalade sur le terrain et d'escalade pacifique qui va sensibiliser encore plus. Donc le terrain prime sur ça. Absolument. Ceci dit, la diplomatie du régime, non pas de l'Algérie, du régime, elle est en échec. Tout ce qu'elle travaille, elle est en échec. Elle veut passer ses élections. Pourquoi? C'est pour plaire à l'international. Or, l'ONU, c'est un organe international. Donc, quand on le démasque, ça veut dire que les élections qu'ils essayent d'entreprendre coûte que coûte, en passant par la force, elles tombent à l'eau. Parce que ça n'a aucun sens de faire des élections alors même qu'on est
accusé qu'on nous désigne comme quelqu'un qui fait des dépassements à l'égard des droits de l'homme. Oui. Donc cela met le régime à mal, il est fragilisé sensiblement. On a des échos même au niveau de la diplomatie algérienne qui sont vraiment fragilisés. Il faut continuer, mais on espère encore plus et on s'attend à encore plus. Et nous allons revenir tout à l'heure sur ce phénomène d'ingérence qui est le fruit d'une propagande atroce et qui dure depuis des décennies pour essayer de faire la part des choses, ce qu'est l'ingérence et ce qu'elle n'est pas. Alors, Mouqran Ait Mimoun, encore merci d'être avec nous. Quel est votre sentiment à la suite de ce point de presse du porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies? Qui vous remercie, M. Bechnouf, pour cette invitation. Merci. Je voudrais d'abord commencer par une petite remarque. Oui. Si le Haut-Commissariat aux droits de l'homme intervient ou agit en ce moment par le biais de son porte-parole, c'est parce que la situation des droits de l'homme est inquiétante, alarmante en Algérie. C'est parce que sérieusement est posé un problème des droits de l'homme depuis au moins 2 ans et particulièrement depuis au moins quelques semaines déjà. Le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, M. Rupert Colville, a effectivement présenté la situation des droits de l'homme, tout en disant qu'il a exhorté les autorités algériennes pour qu'ils fassent mieux, pour qu'ils travaillent un peu plus pour la protection des droits de l'homme, parce qu'effectivement, ces droits de l'homme sont réellement menacés par un régime qui est, aux yeux de la communauté internationale, clairement établi, qui a un régime illégitime. Donc, mais il pèse ses mots. Dans ce qu'il dit, il pèse ses mots. Il utilise 2 mots essentiels. Il utilise d'abord état de l'usage inutile, il dit bien inutile, et disproportionné. Ça veut dire quoi? Inutile, c'est parce qu'il y a le caractère pacifique de la révolution, des manifestations publiques, des marches en Algérie, un peu partout en Algérie. Donc rien ne justifie, aux yeux du porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, rien ne justifie la violence, entre guillemets, de l'État, du régime. Rien ne justifie, donc ça devient une violence inutile. Ceci d'une part. Disproportionné parce que, effectivement, c'est un lien avec le pacifisme des marches, des manifestations publiques. L'Algérien, quand il sort le vendredi en marche hebdomadaire, ils ne font pas usage de la violence pour que le régime justifie en contrepartie la violence de l'État, ce qu'on appelle la violence de l'État. Donc, pour ceux qui disent que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, n'a pas condamné, moi je dis tout le contraire. C'est vrai que le mot condamnation n'a pas été cité parce qu'il ne lui appartient pas de condamner, mais quand on lit un communiqué de ce genre, il est fort de sens. C'est-à-dire qu'effectivement, le commissariat aux droits de l'homme, qui est un instrument, un mécanisme international de protection et de promotion des droits de l'homme, créé en 1993 pour promouvoir et indiquer le chemin aux États à suivre en matière de protection des droits de l'homme, si ce commissariat agit, c'est pour montrer, c'est pour rappeler les engagements des États partis aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme, pour rappeler leurs engagements pris pour éventuellement, pour dorénavant, respecter les engagements qu'ils prennent en matière de droits de l'homme. Donc, le Haut-Commissariat... Mais qu'est-ce que ça peut... excusez-moi, Mouqran Ait Mimoun, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement sur le terrain de la réalité? Je vous rappelle, par exemple, que le même Haut Commissariat auprès des droits de l'homme auprès des Nations Unies, alors le 5 mars, ça fait plus de 4 semaines, il avait tenu un point de presse également, il avait affirmé
il avait appelé, plus qu'affirmé, appelé l'Algérie à cesser la violence contre les participants à Hirak. Et d'autres points du genre où il dénonce très fortement les dépassements de la violation et ils appellent les autorités algériennes à cesser de recourir à la violence contre des manifestants pacifiques et à mettre fin aux arrestations ainsi qu'aux détentions arbitraires, etc. Mais sur le terrain, qu'est-ce que ça apporte réellement? Écoutez, nous savons très bien que dans le concert des nations... Oui, oui, on vous écoute. Ah. Donc, dans le concert des nations, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les États se valent en fonction de ce qu'ils considèrent ou pas la question des droits de l'homme. Pour le cas de l'Algérie, pour qu'il soit respecté, il devrait. Alors, je vous laisse avec la régie. Un petit souci avec votre caméra. Je reviens à vous dans un petit moment. Je reviens à Hassan Hirsch. D'abord, pour ce qui est de ce point, de ce fameux point qui fait vraiment polémique à chaque fois qu'il y a une condamnation. Je vous rappelle, par exemple, lorsque le Parlement européen avait pris une résolution pour essayer de protéger le peuple algérien, de marquer sa solidarité avec le peuple algérien en lutte, beaucoup d'Algériens, lambda, de simples citoyens, ont crié à l'ingérence. Alors qu'en fait, ils n'ont même pas fait la différence entre Union européenne, qui ne condamnera jamais le régime, bien sûr, pas pour la guêpe, on ne condamne pas la vache à lait. Par contre, le Parlement européen, ce sont les représentants du peuple et des peuples européens qui ont apporté leur soutien. Or, pour beaucoup de gens, travailler par une très longue et très intense propagande, c'est une ingérence. Alors, comment faire, Hassan Hirsch, pour essayer de faire le point sur cette question qui réellement est en train de servir le régime au-delà de toutes ses espérances? Je crois très honnêtement, M. Benchenouf, que depuis le travail fait par la télévision Al-Maghribiya, par vous-même et par vos collègues et par les personnes que vous invitez, les Algériens comprennent de plus en plus que cette terminologie de main étrangère, d'ingérence, etc., c'est complètement de la propagande du système. C'est totalement la propagande des Belhimar et compagnie. Donc, les Algériens, aujourd'hui, savent qu'il n'y a pas d'ingérence. La seule ingérence, au contraire, c'est lorsque l'Algérie oblige les autorités françaises, par exemple, à supprimer l'antenne d'Al-Maghribiya pour qu'elle ne diffuse pas en Algérie. C'est à menacer les exilés ici même, qui sont réfugiés ou résidents en France, en leur demandant une extradition, alors qu'ils n'ont jamais absolument rien commis de répréhensible, à part parler du régime, du système algérien, etc. Donc, toute cette machine mensongère du système est en train de s'effriter de plus en plus. Les Algériens comprennent que lorsque le Parlement européen, que lorsque l'ONU, que lorsque le Haut Commissariat aux droits de l'homme, etc., toutes les instances internationales, que lorsque des ONG, de journalistes, de militants des droits de l'homme appellent à cesser la violence en Algérie, appelle le régime à cesser le harcèlement judiciaire, à cesser les violations des droits de l'homme. Maintenant, les Algériens, ils comprennent que non seulement c'est légitime, non seulement ça répond aux milliers d'Algériens sur le terrain qui demandent justement à ces organismes « aidez-nous ». Parler de nous, etc., parce que le régime algérien veut réprimer à huis clos. Il veut absolument massacrer sans que personne n'intervienne, sans que personne ne sache, sans que personne dise « bas les pattes ». Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Quand vous voyez comment c'était il y a tout simplement 2-3 ans, au début du Hirak, pour un oui ou pour un non, effectivement, on va dire ça y est, c'est la main étrangère.
D'ailleurs, il y a eu une spécialisation. Il y a un certain nombre de pseudo-universitaires comme ça qui vont essayer de dire, vous voyez, il y a eu des réunions à El Maghribia, il y a eu des partis politiques, il y a eu des associations. Attention, ça va être complètement l'Algérie qui sera bombardée, comme elle a été bombardée dans l'affaire Capsigli, quoi. On a un avion marocain qui aurait violé l'espace algérien sur 1200 km. Personne ne l'a vu. Pour lester quelques pétards. Qui aurait envoyé des armes, des vieilles mitraillettes. De petits bergers de Kabylie qui vont lui dire, écoutez, voilà, prenez les armes contre Boumedienne ou contre... Mais ce ridicule-là fait que... C'est la même chose qui continue de se produire, oui, finalement. Voilà. C'est le même mépris pour l'intelligence des gens. Quand vous lisez ce qu'écrit Belhimer ou ce qu'il dit, et quand vous lisez tout simplement l'éditorial d'El Jaish, très honnêtement, j'ai honte pour l'Algérie, parce qu'on en est encore dans les années 60-70 avec le langage du Parti communiste soviétique, voilà, de la culture brejnevienne, etc., ou de la Corée du Nord jusqu'à aujourd'hui, ou de tous les pays qui se sont effondrés, c'est-à-dire l'ancienne Pologne, l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Yougoslavie, etc., qui avaient exactement le même langage. Et les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes, le même langage, et qui disaient que c'était la main de l'Ouest, la main étrangère, etc. C'est les ennemis du socialisme. Les forces réactionnaires, l'impérialisme. C'est ce que disent les sionistes aujourd'hui en Israël. Ils disent, attention, les Palestiniens sont manipulés par des forces internationales, etc. Terroristes. Et voilà, des terroristes et tout. C'est le même langage. Benyamin Netanyahou a exactement le même langage que l'éditorial d'El Jaish. Voilà, M. Benchinouf, vous me posez une question, voilà et vous avez les éléments de répondu... réponse, malheureusement. C'est quotidien, on le voit. Nous, on est malheureux ici, nous, Algériens. On voudrait venir chez vous, M. Benchinouf, pour parler de comment développer le pays, comment améliorer l'éducation, comment nous, diaspora, on peut participer à l'agriculture, à l'éducation, à l'industrie, aux nouvelles technologies, je sais pas, la protection pour la désertification, participer véritablement à ce que l'Algérie soit attractive, à ce qu'il y ait un développement, à ce que les droits soient vraiment respectés, à ce que dès qu'on parle de l'Algérie, eh ben, tous les étrangers nous disent « Ah, vous êtes Algérien, ben, qu'on nous embrasse parce que l'Algérie aura défendu comment dire, les causes justes, etc. » C'est ça qu'on voudrait. On ne voudrait pas être tout le temps là, invité tous les jours, M. Benchinouf, à critiquer le régime algérien. On voudrait quand même qu'il y ait un jour ou l'autre un changement, qu'on puisse dire du bien dans notre pays. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on m'appelle, qu'on m'a dit, monsieur Hiresh, eh ben, vous formez des PDG de sociétés étrangères, multinationales, etc. Vous n'intervenez pas chez nous. Mais, monsieur Benchinouf, j'ai hâte qu'El Maghribia ait un siège à Alger quand même. Combien j'aimerais voilà, aussi faire des émissions de bonnes nouvelles. Nous ne sommes pas là pour critiquer l'Algérie. Nous aimons l'Algérie. Nous sommes là pour dire aux quelques décideurs du système qui broient les Algériens, de leur dire ça suffit, basta. Et on vous laissera pas faire. C'est bientôt 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. On voudrait, comme le crie le peuple algérien dans la rue, Istiqlal, 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 Thimonant, Thimonant, Thimonant. Très très bien. Franchement, vous parlez d'or, Hassan Hersh. Merci. Moussab, j'aimerais vous demander, vous, le technicien en termes politiques, vous faites des hautes études politiques, comment ça se passe pour la signature des conventions bilatérales par lesquelles le pays s'engage à respecter des droits, des choses, et que lorsque ce n'est pas le cas, lorsque le même État signataire viole ses propres engagements, il est rappelé à l'ordre, donc par
par ces institutions auprès de laquelle il a pris ses engagements. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le topo, comme on dit? Comment ça se passe? Généralement, c'est l'État naissant donc, qui va ou bien adhérer ou bien ne pas adhérer. Certaines conventions, il y en a qui... Il est libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais bien sûr, on ne lui force pas la main. Non, non, l'Arabie Saoudite n'adhère pas aux conventions de droits de l'homme. Voilà, il n'abolit pas la peine de mort. Donc, Israël, non? Israël, parce que oui, surtout qu'ils n'ont pas de constitution, donc il n'y a rien qui est ratifié dans une constitution. Donc ici, il y a des procédés, mais une fois, après le côté technique, il est un peu spécifique parce que c'est la diplomatie dans ses rouages. Une fois les conventions signées, ben, elles sont obligatoires. Elles obligent l'État à les respecter. On s'engage. Mais bien sûr. Et on accepte dans les mêmes conventions qu'on nous rappelle à l'ordre. Mais bien sûr. Oui, ce n'est pas de l'ingérence. Même d'être sanctionné. Et il y a même des sanctions possibles. Ah oui, bien sûr. Qui peuvent être prévues. On accepte d'être sanctionné. On ne conteste pas le fait d'accepter. Il y a des voies de recours, mais en cas de contestation, et après la fin des procédés de recours, si la sanction est effective, il n'y a rien à faire. On ne peut pas la contester. Elle est effective. Juste un mot par rapport à ce que dit M. Moussa, parce que c'est extrêmement important. Ce qui s'est passé, par exemple, pour la Russie, et c'est tout simplement, au départ, c'est exactement le même langage qu'ils ont utilisé ici. C'est-à-dire ils ont appelé à ne pas utiliser de façon excessive la force brutale, de respecter les manifestants pacifiques, etc., etc. Et puis, à force de faire la sourde oreille, eh ben, effectivement, la pression a été crescendo jusqu'à des sanctions économiques. Et donc, l'Algérie n'est pas à l'abri de ce genre de sanctions. Et on sait très bien que l'Algérie s'effondrerait littéralement. Oui, et puis, donc, Pardon, aussi, oui, il n'y a pas de bien problème. sûr. Donc, même ce jeu dans lequel s'engouffre le régime en utilisant ou en agitant la rhétorique de la main étrangère ou de l'ingérence, en termes techniques, c'est l'ingérence. Donc, ça ne marche plus parce que ce n'est pas juste de l'ordre du registre du discours. C'est pas juste on dit la main étrangère ou l'ingérence, ça veut dire c'est acquis. Non, parce que le régime maintenant, et surtout à travers le travail des médias et des réseaux sociaux, tout le monde sait c'est quoi une ingérence. Tout le monde sait aussi, même au niveau populaire, et c'est ça qui dérange aussi le régime, c'est que quand on va à la Commission européenne, c'est pas comme on va demander le secours de l'Union européenne. Donc ce n'est pas de l'ingérence. Le régime, quand il brandit l'excuse de l'ingérence, en fait, il est en train de donner un coup de sabre dans l'eau. Ça ne marche pas. Et puis, c'est pour ça que je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus d'engagement et de décisions fortes, de termes forts dans les rapports des Nations Unies, parce que ici, dans ce point de presse, et je souhaite que ça ne sera pas le cas dans un futur rapport, le terme répression, ils l'ont très atténué, parce que, alors que, par exemple, on ne le voit même pas, il n'y a pas de terme répression, il est atténué. Donc, ils ont utilisé force excessive. Okay, il y a quand même violence. Violence, c'est là. Dans les termes onusiens, violence physique et sexuelle en détention. Ça, c'est dans un paragraphe, mais c'est rapporté au second degré. Ce n'est pas les termes directs, ils Pourquoi ne prennent au pas second pour degré? vérité. Non, parce que ils disent de nouvelles allégations de violence. Monsieur Moussa, il parle même des lois répressives. Oui, oui. Des nouvelles allégations. Oui. C'est ici où il devait y avoir le terme « nous condamnons des pratiques ». Mais peut-être qu'ils ne sont pas habilités à condamner. Oui, bien sûr. Non, mais je dis ce que je veux dire. Ça, c'est un outil de communication. Ce n'est pas le terme onusien. Oui. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait un rapport avec les termes onusiens essentiels et clés. Mais c'est peut-être à un autre niveau que le Haut Commissariat, dans ce cas. Ah oui, bien sûr. Peut-être c'est à un niveau de la plénière ou je ne sais pas. Même au niveau du Haut Commissariat, il peut y avoir ça. Il peut y avoir. Parce que le terme répression, c'est un mot-clé. Oui. Il doit y avoir. On a les cas de Walid Naqish. D'ailleurs, il parle par exemple d'arrestations arbitraires. Là, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est les arrestations arbitraires, c'est clé. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental et c'est très intéressant. Mais pour la répression, on a le cas de Walid Naqish. D'ailleurs, aujourd'hui, il a été interdit de voir sa maman, ne serait-ce que pour les 3 jours de l'Eid. Alors qu'on sait qu'il a aussi subi des sévices. On a eu ces témoignages, il peut y avoir une enquête. On demande au régime de faire des enquêtes, c'est intéressant, mais il faut qu'elle aboutisse. Le cas de Yasser Rouib, le témoignage de son père, il est traumatisant. Excusez-moi, on lui a littéralement uriné dessus.
Oui. Ça relève du pathos. Oui. Ça, c'est condamnable et c'est au-delà de la répression, c'est de la torture sur un jeune. Ok, peut-être qu'il n'est plus mineur ou peut-être qu'il est encore, mais ça se pratique pas, c'est condamnable. Le cas de Tajadid, quand même. Oui. Donc, tout ça, le travail, C'est il est très... Tajadid qu'on a balafré pour le faire passer pour un voyou ou c'est Douaji celui que les policiers ont balafré à coups de lame. C'était l'Alami. L'Alami. C'était l'Alami à l'époque. Ils l'ont balafré et photographié pour le faire passer Exactement. pour un voyou. Donc ce qu'on dit, le travail, il est en train de se faire. Et ça va se faire par effet de boule de neige. Il n'y a pas de condamnation ou de réaction qui va tomber comme ça d'un coup. Ça va faire effet de boule de neige. C'est intéressant, mais autant que Hirak tel qu'il est, autant que révolution telle qu'elle est, et autant que réaction, parce que aussi la dérive sécuritaire, elle vire encore plus au terrorisme d'État. Donc il faut qu'elle soit plus condamnable et on souhaite qu'il y ait les termes les plus fermes. Alors je vais me permettre de vous interrompre parce qu'avec nous, Rachid Mesli qui sort de sa voiture pour nous parler, il ne va pas rester longtemps avec nous. Rachid Mesli, maître Rachid Mesli, directeur de l'ONG Al-Karama à Genève. Maître Rachid Mesli, marhaba bik, merci d'être là. Merci Jamel pour votre invitation. Merci. Alors, Rachid Mesli, sur ce point de presse du porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, votre sentiment, comme ça, à chaud? Eh bien, encore une fois, c'est une déclaration très forte du Haut-Commissariat par la voix de son porte-parole. Aujourd'hui, dans le point de presse aujourd'hui à Genève, c'est en fait une déclaration qui s'inscrit dans la suite des déclarations précédentes qui ont appelé les autorités d'Alger à la retenue et à cesser les méthodes répressives qu'elles utilisent depuis 2 ans contre des manifestants pacifiques. Aujourd'hui, cette déclaration marque encore un degré de préoccupation plus élevé puisque le Haut-Commissariat se déclare de plus en plus préoccupé par la situation. Notamment par cet usage excessif de la violence policière, les arrestations, les détentions arbitraires et l'usage, on l'a vu, de la torture aujourd'hui contre les personnes qui sont arrêtées arbitrairement. Cette déclaration supplémentaire établit donc d'une manière très claire que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme est en train de suivre de très près la situation en Algérie. Il est clair que la durée dans le temps des revendications du peuple algérien dans un pacifisme tout à fait exemplaire a marqué la conscience de tout le monde, y compris de l'ONU. Aujourd'hui, j'ai rencontré des fonctionnaires de l'ONU qui se disent épatés par le pacifisme du peuple algérien et tout à fait scandalisés par la violence policière gratuite que tout le monde aujourd'hui peut suivre dans les vidéos, comme vous, comme moi. Tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par la situation, ont pu relever, par exemple, la manière totalement sauvage et totalement gratuite avec laquelle, au ruisseau, des manifestants pacifiques ont été battus par des policiers tout à fait enragés. Et donc ce mouvement suscite partout aujourd'hui de la sympathie et du soutien de tous. Mais Rachid Mesli, tout à l'heure au téléphone, nous avions un peu discuté et vous m'aviez dit quelque chose qui m'a vraiment épaté moi-même. Vous vous disiez épaté justement par ces jeunes qui sont en train de faire bouger les choses, qui sont en train de faire bouger les lignes à l'international et qui ont face à eux pourtant des lobbyistes du régime algérien qui sont payés très cher, qui ont énormément de moyens au niveau de l'ONU, au niveau du Parlement européen, au niveau de l'Union européenne, et qui malgré ça, ces jeunes ont réussi à faire passer la cause algérienne face aux géants lobbyistes du régime algérien. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Vous savez, la diplomatie algérienne aujourd'hui est totalement discréditée au niveau international. Si vous pourriez constater vous-même dans les couloirs de l'ONU que les diplomates algériens aujourd'hui rasent les murs
évite les journalistes et se cache pratiquement tant ils sont devenus la risée du monde. Hein, d'un côté, on a un peuple exemplaire, une population tout à fait responsable et tout à fait respectable, et de l'autre côté, nous avons bon, eh bien, disons le mot, une rifaba, hein, une association de malfaiteurs qui s'accrochent désespérément au pouvoir par tous les moyens, au prix malheureusement de la réputation de l'Algérie, parce que finalement, c'est aussi la réputation de l'Algérie, de l'État, qui est en cause aujourd'hui. Et comment voyez-vous l'avenir de l'Algérie, Rachid Mesli, lorsque un tel régime s'arc-boute, s'obstine, s'accroche, bec et ongle, refuse d'aller vers les voies les plus raisonnables, y compris pour lui-même, parce qu'une transition, s'il était un temps soit peu doué de simple bon sens, ça l'arrangerait aussi, une transition. Quelles sont vos prévisions pour l'avenir proche, Rachid Mesli? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je ne peux pas deviner l'avenir, bien sûr, ni faire de prévisions, mais il est clair qu'il est de l'intérêt même des personnes du régime de trouver une solution pacifique, ne serait-ce que pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour le pays. Demain, le régime est finissant. Là, il n'y a aucun doute. Il est en train d'agoniser. Pour eux-mêmes, il est de leur intérêt de trouver une solution qui soit acceptée par tout le monde, qui soit pacifique et qui mène le pays vers de nouveaux horizons. L'Algérie est un pays qui a des potentialités énormes. C'est un pays qui peut rattraper tout le retard accumulé à cause de ce régime antinational. Hein. Mais malheureusement, comme vous le dites, il s'arc-boute. Vous savez, demain, il y a un processus de sanctions européen qui est en train de se mettre en place, à l'image du processus américain Magnitsky. C'est pas un processus pénal, mais ça reste un processus de sanctions contre les personnes, contre les individus qui violent les droits de l'homme. Et il est clair que nous mettrons, nous, tout en œuvre pour saisir ce processus de sanctions européen qui va se mettre en place très prochainement contre des individus, contre des personnes responsables de cette répression, contre non seulement les responsables, mais également les auteurs eux-mêmes. Et à ce titre, j'appelle aujourd'hui les victimes à dénoncer leurs bourreaux. Oui. Merci Rachid Mesli, au plaisir de vous retrouver dans cette émission et je reviens au Sahaf Tork Rachid. Merci Jamal et bonne continuation. Merci beaucoup. Et je reviens à Maître Mouqran Ait Mimoun. Est-ce que le problème a été arrangé, problème technique? Alors, Mouqran Ait Mimoun, vous êtes avec nous? Oui, M. Bechnouk. Alors, au sujet de cette ingérence dont fait état le régime et ses nombreux, très très nombreux relais, et qui a fini par prendre corps, si je peux dire, dans l'imaginaire de beaucoup d'Algériens. Est-ce qu'il est question réellement d'ingérence de forces étrangères dans des questions purement algériennes? Algériens qui trichent avec le peuple. Ils nous présentent des lois, des textes de loi en matière, soi-disant, des droits de l'homme, mais en réalité, sur le terrain, nous ne voyons pas le respect des droits de l'homme ici au pays. Ce régime qui triche, je disais, avec le peuple, pense pouvoir le faire avec la communauté internationale en ratifiant, en signant, puis ensuite en ratifiant des conventions internationales auxquelles il adhère pleinement de son gré, de son propre gré, sans réserve aucune en matière de protection des droits de l'homme. Donc, il veut, à travers justement ces conventions, vendre l'image d'un régime
démocratique, d'un régime ouvert, d'un régime qui promeut les droits de l'homme, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte son peuple, sa société civile, mais il se fait vite rattraper par l'ordre des choses. C'est-à-dire que depuis au moins 2 ans, parlons du dernier régime post-Bouteflika, il démontre, il donne la preuve supplémentaire que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il se fait dévoiler, qu'il se fait dénicher par d'abord des rapports qui ont été envoyés aux différentes instances consacrées pour la protection des droits de l'homme, d'où le point de presse qui a été fait par le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Le régime se fait rattraper. On ne peut pas parler d'ingérence, M. Bechnouf, dès lors qu'un État parti, un État parti signe, ratifie une convention internationale où il s'engage, comme le disait votre invité tout à l'heure, il s'engage à travers la ratification à subir éventuellement même la sanction. Elle accepte de se faire sanctionner. Elle accepte de se faire sanctionner. Nul n'a demandé à l'Algérie d'agir au plan international, de ratifier. Parce que ce n'est pas une obligation. Mais dès lors qu'on le fait, on accepte de se faire sanctionner. C'est un contrat. C'est une sorte de contrat. Je m'engage à faire ceci et en cas où je ne le fais pas, j'accepte de subir cela. Il faut rappeler qu'aussi, même l'Algérie peut, dans ce cas de figure, faire un rapport sur une situation des droits de l'homme dans un État donné et le présenter, dénoncer la violation quelconque des droits de l'homme chez ses voisins ou ailleurs dans le monde. Et donc, ce qui est donné comme possibilité à une partie donnée pour dénoncer et contre les droits de l'homme, et il faut savoir que cet État aussi doit se rendre à l'évidence que lui-même aussi peut avoir la monnaie ailleurs. C'est ce qui s'est passé avec la panoplie de condamnations, parce qu'il faut le dire, de condamnations de la communauté internationale, y compris avec ce qu'on a vu avec l'Union européenne qui a dénoncé le non-respect du régime algérien désormais de la notion des droits de l'homme en Algérie. Donc vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui pourrait changer si, avec les différentes prises de position des instances internationales en matière des droits de l'homme? La seule chose, d'abord, il faut savoir qu'un État, quand il signe, il s'engage au niveau international en matière de respect des droits de l'homme, dès qu'il s'engage, il se dit, voilà, je m'invite dans le concert des nations à respecter les droits de l'homme, mais je vous invite aussi à me rappeler à l'ordre, quitte à me sanctionner si moi, je ne respectais pas les droits de l'homme. Et là, l'Algérie devra assumer cet engagement. Donc, nous ne sommes pas en aucun cas qui ne viennent plus nous bluffer avec cette histoire d'ingérence internationale. Merci, Maître Mouqran Ait Mimoun, pour cette participation, en espérant vous revoir plus souvent dans notre émission. Je rappelle, chers amis, avant d'aborder le point suivant, que ceux qui parlent d'ingérence à corps et à cri, et qui font répercuter cette chose par tous leurs relais, systématiquement. Je rappelle qu'ils n'ont rien dit quand M. François Hollande était venu en Algérie pour parler de la lacrité de M. Bouteflika, qui était moribond, qui était... oui, et qui encourageait donc le 5e mandat. Qui encourageait le 4e mandat. À l'époque. Mais pire encore, il y avait même, parce que ça, on va dire que c'est sur le plan diplomatique, mais il y avait même des incidents militaires. Les forces américaines qui s'entraînaient pour imiter le terrain irakien sur le sol algérien, personne n'a parlé d'ingérence. Absolument. Ou alors cette histoire de constitution de la dernière mouture pour faire intervenir l'armée au Sahel pour le compte de puissances étrangères. Personne n'a parlé d'ingérence. Mieux que ça, c'est que tout
les responsables algériens qui ont parlé d'ingérence et de main étrangère, ils se sont tous fait soigner dans les pays qu'ils accusaient de main étrangère. De main étrangère. Notamment Et le plus dernier. que ça, non seulement soignés, ils y ont leurs biens, Oui, leurs absolument. bobonnes, Oui, leurs gamins, oui. leurs biens, leurs fric. Le dernier en lice, le ministre du Travail qui critiquait Voilà. la France, mais qui envoyait ses petits amis se soigner en France. Ben voilà, voilà, c'est incroyable. Alors, le dernier sujet que j'aimerais vous voir discuter, vous entendre discuter à bâton rompu, si vous voulez bien, c'est celui de ce fameux communiqué pour dire que ce régime, il s'en balance de ce que disent les institutions internationales, des condamnations, des rappels à l'ordre, des admonestations, des interpellations. Il s'en fiche. Il fait ce qu'il veut. Il continue de mettre les gens en prison, de torturer, de faire agresser sexuellement les gens, et la cerise sur le gâteau, c'est ce fameux communiqué du ministère de l'Intérieur où, alors tenez-vous bien, il vous dit, alors d'abord, il a accepté ces manifestations malgré lui depuis le 19 février 2019, depuis le 22 février 2019. Il n'a pas dit que c'était interdit. Au contraire, il a dit j'accompagne et j'encadre et je... Le Hirak al-Moubarak. Oui. Et maintenant, il se réveille, il dit non, le Hirak doit cesser. Mais comment il doit cesser? Il met en place un système déclaratif, Zahma, qui m'a fait France. Vous arrivez, vous dites, nous sommes 3 personnes, nous représentons le Hirak, nous sommes venus déclarer le Hirak du vendredi. Il vous dit, d'accord, que votre itinéraire, il vous oblige à dire l'itinéraire, vous lui donnez l'itinéraire, et après, qu'est-ce qu'il vous demande? Les slogans. Les slogans. Il vous dit, quels sont les slogans que vous allez scander ce jour-là? Et ça n'existe nulle part au monde. Ça n'existe pas. Alors, vous devez aussi dire les slogans. Et il vous dit, et vous pouvez passer il vous dit le pire du pire, que si vous ne faites pas ça, ça va être illégal. Je ne retrouve pas Ah, voilà. Le non-respect de ces procédures constitue une infraction aux yeux de la loi et de la Constitution. Alors que vous allez y arriver peut-être tout à l'heure, il n'y a rien de la Constitution qui est prévu en ce qui concerne. Et il vous dit, ce qui dénue la marche de tout caractère légal et implique un traitement en conséquence. Ça veut dire que c'est illégal et ça va impliquer un traitement en conséquence. Ça veut dire que je vais tirer sur la foule, je vais embarquer tout le monde. Le problème que je voudrais vous voir discuter, vous entendre discuter, c'est ce n'est pas un syndicat qui manifeste, ce n'est pas une usine, ce n'est pas une wilaya. Parce que les demandes doivent être faites auprès des walis. Oui. C'est au niveau de tout le pays que ça se passe. Alors, à votre avis, je vous laisse en parler. Moi, je dirais 2 points. Je soulèverai 2 points. Le premier point, c'est l'autorisation, la fameuse autorisation, demander l'autorisation de manifester. Le peuple algérien, il l'a, puisque le commandant Bourgaha et maître Abdenour Ali Hia ont laissé un legs. Il faut manifester, il faut y aller. Quand 2 personnages historiques de cette ampleur, sans compter Aït Ahmed et compagnie, ils ont dit, le peuple algérien a le droit de manifester, allez-y. Pour moi, ils ont l'autorisation morale, politique, éthique, tout ce qu'on veut. Le peuple algérien a acquis ce legs-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, maintenant, c'est par rapport à ce communiqué. En fait, il y a un arsenal juridique, réglementaire, etc., qui a commencé depuis la Constitution jusqu'au changement des lois prévoyant... La Constitution, vous voulez dire la dernière? La dernière Constitution. D'accord. Enfin, ceci dit, depuis toujours, toutes les Constitutions. Mais on va partir de la dernière Constitution, du premier qui a violé... Celle du 1er novembre. Qui a violé la journée symbolique du 1er novembre. Voilà. La récupérer. Donc il y a tout un arsenal, en fait, constitutionnel, juridique, réglementaire, etc., pour empêcher les Algériens de s'exprimer, pour empêcher les Algériens, tout simplement, de participer à la chose publique, aux affaires publiques de leur pays, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire par des articles de journaux, par des prises de parole, par les réseaux sociaux, par les manifestations, etc. Et donc,
avant ce communiqué-là, on leur a dit aux Algériens que si d'aventure, vous l'avez dit d'ailleurs très brillamment dans une précédente émission, on dit aux Algériens, si d'aventure vous touchez à une urne, machin, vous serez c'est des condamné menaces qui ont déjà à eu lieu. 20 ans de prison. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, ça va de plus en plus. En fait, c'est comme un entonnoir. Hein. De plus en plus, on accule les Algériens, on les pousse vers l'entonnoir, vers le bout et tout ça, on les presse de façon à ce qu'ils ne respirent plus, à ce qu'ils ne fassent plus, qu'ils ne contestent plus ce régime. C'est intéressant sur ce point parce qu'on menace les manifestants qui touchent aux urnes de 20 ans de prison, alors que même ici, dans les pays occidentaux, le pire criminel de l'ordre pénal n'écope pas de 20 ans de prison. C'est un criminel avec intention. Oui, avéré. Mais moi, ce qui m'étonne, on discute comme ça à Bata. Pourquoi, quand ils ont décidé de cette note pour décourager, on sait pourquoi ils l'ont fait. C'est la Kabylie qui a refusé que le vote se tienne dans sa région. Oui. Pourquoi? Quand on leur pose la question, qu'est-ce qu'ils disent, les Kabyles? Ils disent parce que nous savons qu'ils vont se servir des peu qui vont voter, des militaires et de ceci et de cela, pour faire croire que la Kabylie a voté. Alors nous, on ne veut pas. Tout simplement, on ne veut pas que le vote ait lieu, parce qu'ils vont le frauder de toutes les façons. Alors, pour décourager la Kabylie, donc, ils ont fait peur avec 20 ans. Mais le problème, pourquoi ils n'ont pas prévu la même peine pour les fraudeurs qui sont autrement plus dangereux que ceux qui essaient d'empêcher une élection frauduleuse. Ouais, parce que les fraudeurs, à leurs yeux, n'ont pas l'apparence d'un fraudeur. C'est quelqu'un qui est en train d'assurer la pérennité du régime. C'est tout simplement parce que c'est eux les fraudeurs. Et c'est eux aussi. Les commanditaires. Mais c'est bien s'ils avaient mis quiconque fraude à 20 ans de prison, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu de fraude. Ah oui, mais là, pas pour la guerre, ils la vont pas le commission faire. indépendante. Donc, il ne faut pas qu'il y ait commission, il faut qu'il y ait des élections indépendantes. Pas une commission. Mais s'il avait mis 20 ans de prison pour fraude, là, ça n'aurait pas eu de fraude. Il n'y aurait même pas de liste. Monsieur Benchenou, on aurait appelé parce que les ça listes, du maintenant, harakiri. c'est de père en fils. Parce que maintenant, les listes, ça se transmet de père en fils. Le papa, même s'il est fraudeur, il s'inquiéterait pour son enfant. Vous pouvez nous donner quelques-uns des pères en fils? J'ai comment il s'appelle, de l'MSP, la Bouchara Sultani. Bouchara Sultani. L'autre, Mokri, il a dit que c'était lui qui avait empêché sa fille ou que sa fille s'est retirée toute seule, alors qu'on vient de publier que non, que sa candidature a été rejetée. A été rejetée, mais ça n'empêche pas lui. Que... Oui, et que bon, sa fille aussi est les islamistes, finalement. Les islamistes du régime, comme les laïcs du régime, comme les gauchistes du régime, c'est toute une panoplie. Mais ici, pour revenir juste à ce détail de la déclaration, de déclarer, en fait, si on la résume vraiment de manière à tirer la substance. Oui. On a la police politique, parce que derrière la DGSN, c'est aussi la police politique, qui demande au Hirak de lui faciliter son travail à elle, la police politique, en se transformant en indique pour s'auto-balancer auprès de la police politique. C'est incroyable. Et ce qui est quand même, pour moi, cela indique quelque chose quand même. C'est que ces services de police politique, et non pas d'intelligence ou des mukhabarat, ça c'est la police politique, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment affaiblis à un point où ils ne peuvent plus assumer le travail de répression, parce qu'ils font un travail d'infantilisme en même temps. Quand on voit comment ils agissent opérationnellement, c'est les captures d'écran, ils essayent de choper les étudiants pour déverrouiller leur téléphone portable. Ce n'est pas un travail d'intelligence. Le dahdouhisme, c'est le comble. Donc, c'est de la fatigue. C'est vraiment un état d'effritement à l'intérieur de la police politique. C'est pour ça, on a vu, tout ça vient quand ? Toute cette panoplie. Après le vendredi 116, qui était quand même très marquant, c'est le plus dense, le plus fort. Et c'est parce que le vendredi 116 a réussi à éviter une stratégie Zama du ministère de l'Intérieur qui voulait canaliser les foules pour les disperser à travers Alger et surtout empêcher la jonction des quartiers ouest avec les quartiers est. Bablouad, Qasba, avec Harrach, Sendir, Qobba, etc., qui se rencontraient aux environs de la Grande Poste
ils ont voulu éviter la jonction. En fait, ils avaient même préparé un plan de répression un peu, entre guillemets, musclé. Sauf qu'il a été déjoué lorsque le Hirak a changé son itinéraire. Et il a contourné les dispositifs. Et ça les a mis hors d'eux. C'est ça qui a valu le... Mais bien sûr, ils étaient en train d'attendre à la Grande Poste comme des bêtes, alors que les choses se passaient ailleurs, ils sont au ruisseau. Donc voilà. Non, mais très franchement, ce qui est étonnant, l'incompétence dont vous parlez, M. Moussab, des services de renseignement, de la police politique, etc., ça va très loin. Parce que comment ils ne se rendent pas compte, depuis au moins 2 ans déjà, depuis au moins le 16 février 2019, comment ils ne se rendent pas compte que plus ils menacent, plus ils répriment, et plus les Algériens sortent dans la rue. Donc toutes ces intimidations, tout cet un arsenal juridique, réglementaire, etc., le résultat, ça sera quoi? Il y aura plus d'Algériens dans les rues. En fait, c'est cet acharnement qui crée la détermination encore plus. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à percevoir, parce qu'on voit même les détenus qui sortent de prison, directement les premiers mots, c'est Madani, Amashi Askari, et on ne va pas s'arrêter. Quand maintenant, depuis la reprise, faites ce que vous avez à faire, nous on ne s'arrête pas. Maranesh Habsin. Donc ça, ils n'arrivent pas à le comprendre, mais surtout même sur la gestion sécuritaire. Quand ils adoptent le tout sécuritaire et l'arbitraire, parce que même j'ouvre une parenthèse rapide, les images des policiers qui étaient en train de tabasser un homme d'un certain âge, avec une mimique faciale acharnée, avec la dent qui mord dans la langue. Ça, c'est une preuve, d'ailleurs, qu'il faut compiler comme toutes les autres preuves et vidéos pour les procédés onusiens, pour les rapports aux J'aimerais qu'on nous prépare cette scène du policier qui tape sur... et surtout l'image du policier qui mord sur la langue. Parce que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas en train d'agir professionnellement selon ce que dit le procédé de sécurité, mais qu'il est en train de s'impliquer de manière personnelle. Et là, c'est condamnable. C'est-à-dire que la police ici ne travaille pas pour la sécurité du citoyen, pour la sécurité... Regardez comment il maltraite ce vieux monsieur. Voilà, surtout, cette expression, elle est très intéressante et elle doit figurer... Oui, allez-y. Elle doit figurer justement dans des dossiers qui peuvent aller jusqu'aux Nations Unies pour le condamner, parce que c'est une preuve très tangible, très concrète. C'est un fait que la police travaille pour la sécurité d'un régime, d'une junte militaire, et non pas pour la sécurité du citoyen. Donc je ferme cette parenthèse et je reviens pour dire... Juste par rapport à ça, oui. J'espère qu'il y aura quand même des avocats qui vont aller voir ce vieux monsieur et lui dire, écoutez, si vous voulez vous constituer partie civile, nous sommes là pour vous défendre gratuitement et nous sommes derrière vous. Le travail des avocats ici est primordial. C'est ça le plus important. Bravo, exactement. Le travail des avocats... Regarde. Celle-là, il a la rage. Il ne fait pas son boulot. Il n'est pas en train d'assumer la sécurité publique. Il est en train de... M. Benchenouf, c'est tout simplement d'un point de vue psychologique comportemental, c'est un comportement pervers. Oui. Alors, moi, la question que j'aimerais poser sur un plan pratique. Ce régime qui demande aux gens, il leur dit vous devez déclarer l'itinéraire, vous devez déclarer le slogan. Il sait que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'Irak n'a pas de représentant. Exactement. Comment ça peut se faire? J'aimerais que vous nous expliquiez ce que veut le régime à travers ça, exiger quelque chose qui est irréalisable. Mais surtout la psychose. Est-ce pour se donner le prétexte de pouvoir enfin réprimer? Mais même pas, parce que cela, il ne l'a pas. D'ailleurs, quand on voit bien les images et on analyse les images de répression, la répression en tant que telle, elle est violente, elle est excessive. Mais quand on voit la manière, le procédé de faire, elle est dosée, ce n'est pas tout le monde qui obéit, c'est quelques-uns qui s'acharnent, et qu'elle est très limitée, c'est-à-dire elle ne va pas dans ce qu'on a pu voir ailleurs dans des pays autres que l'Algérie. Donc ils exigent un dosage dans la répression. Maintenant, ce que souhaite le régime, c'est incompréhensible, c'est-à-dire un pouvoir illégitime qui demande à une contestation légitime qui est le Hirak, de se dénoncer auprès de ce même pouvoir illégitime. C'est-à-dire ici, c'est vraiment la déraison, mais cela encore reflète, parce que toutes les choses... Il ne faut pas oublier aussi que le régime a un grand pouvoir, et ça c'est une règle pour étudier ce régime, il a la capacité de camoufler. Donc il essaye de se camoufler pour dire que j'ai l'autorité, mais
tous ces agissements, le côté comportemental montre qu'il est en train de s'effondrer. Il faut alors aller vers plus de pression, déjouer. Les étudiants peuvent trouver d'autres moyens de contourner les pressions qu'ils subissent de la part de la police politique, comme aujourd'hui. Ils peuvent faire sortir leurs manifestations d'autres endroits. D'ailleurs, beaucoup de groupes sont en train d'étudier des alternatives. Je les encourage à continuer. Et surtout d'aller vers l'escalade parce que le régime est à bout de rouleau. Il est en train de s'effondrer. Moi, je pense qu'il y a au moins 2 points à souligner par rapport à cela. Déjà, d'un point de vue interne. D'un point de vue interne, c'est un arsenal supplémentaire pour intimider et pour avoir... Mais ça risque, de notre côté, de se retourner contre eux, parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer. Ça veut dire, taqdrem, comme on dit. Oui, oui. Parce que... Et oui, mais c'est ça, impossible à appliquer. Donc, ils vont être obligés de réprimer, sinon ils vont perdre la face. Ils ont l'habitude. C'est comme le ministre du Commerce qui a appelé à changer du jour au lendemain les trucs de commerce, à arabiser ça, enlever tout ce qui était mazir, tout ce qui est français, etc. Oui. Bon, il sait bien que ce n'est pas possible. Et ça a fait pchit. Donc, oui, ça a fait pchit. Donc là, moi, je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau interne. C'est-à-dire, il rappelle que c'est la Constitution. Hein. C'est très important à noter ça. Dans le communiqué, il rappelle que c'est relatif justement à la nouvelle Constitution de 2020. Lisez bien, le texte là. Oui, oui. Il rappelle que ces réglementations, c'est conformément à la Constitution. Donc, en fait, il dit, voilà, l'arsenal juridique qui va nous permettre de vous tabasser, de vous emprisonner, etc. Deuxièmement, par rapport à l'opinion extérieure, notamment par rapport justement au commissariat des droits de l'homme qui les interpelle, c'est faire semblant de dire, vous voyez, ils violent la Constitution. La preuve, c'est qu'ils ne demandent pas l'autorisation, ils ne nous disent pas quels sont leurs banderoles, etc. Ils ne respectent pas la Constitution. C'est-à-dire de se donner une image de légaliste, que s'ils tapent, que s'ils emprisonnent, etc., que finalement, c'est parce qu'il y a eu violation de la loi. Donc, c'est cette supercherie, à la fois interne et externe, qu'il faut relever. Alors, dernier tour de micro, 1 minute chacun à peu près. J'aimerais que vous essayiez de nous dire ce qu'il faut faire. Les Algériens sont dans l'expectative. En ce moment, ils se disent, ce régime est en train de montrer ses muscles, de sortir ses crocs. Est-ce que nous devons y aller, nous ne devons pas y aller? Alors, ils aimeraient bien qu'on leur dise à peu près ce qu'on pense, ce que les autres pensent, Moussab, sur cette menace déclaré du ministère de l'Intérieur de sévir, de réprimer? Le régime est à bout de rouleau. Pour le moment, le Hirak n'a qu'une seule issue, c'est l'escalade pacifique totale. Donc il faut sortir en masse, il ne faut pas s'arrêter, il faut densifier encore le travail de terrain. C'est ça qui prime. Maintenant, et les autres wilayas ne pourraient pas aider à lever un peu la pression sur celles qui sortent? Toutes les wilayas sont concernées. On a vu que le régime est un peu éparpillé, il ne sait pas contrôler toutes les régions. Donc quand il met beaucoup de répression, une dose excessive de répression dans une région, il délaisse une autre. Donc il faut que ça soit généralisé. Et puis densifier encore plus à Alger, la capitale. Donc ça peut aller même au palais d'Al-Moradea. Moi, je pense qu'on ira vers ça. Maintenant, aussi, il faut savoir que ça, ce n'est pas un luxe qu'on demande, mais c'est la nécessité de l'instant, parce que le problème politique y est, mais il y a aussi le problème social et il y a aussi le problème économique. Tebboune disait que les caisses avaient un excédent de 50 milliards, on vient de voir les chiffres catastrophiques, on a 30 milliards de dollars de déficit pour l'année en cours. C'est-à-dire ces 6 mois, ils n'ont pas de quoi financer ces 6 mois à venir, sans parler de l'année à venir. Donc comment ils vont faire leur loi de finances pour 2022? Là, la situation est dramatique, les gens vont basculer dans la pauvreté, il n'y a plus de classe moyenne. Maintenant, cette escalade pacifique totale est nécessaire parce que le régime est en train de chuter. Puisque le régime est en train de chuter, il faut précipiter sa chute le plus rapidement possible et de la manière la plus pacifique comme toujours. Hassan. Moi, ce que j'ai à dire pour terminer cette émission-là, c'est tout simplement de dire que les Algériens sont courageux. Ils l'ont démontré à plusieurs reprises, ce n'est pas nouveau. Le pouvoir colonial les a bombardés, même en napalm.
Mais on les a découpés même en morceaux. Est-ce que ça a empêché la révolution algérienne? Non. Donc ce n'est pas un ministre de l'Intérieur, un ministre du Commerce ou je ne sais pas qui va menacer, etc., qui va arrêter ce peuple-là qui est déterminé, qui veut arracher son indépendance. Il y va de la survie du peuple algérien et de la survie de ce pays-là, et de l'avenir des générations et des générations. Donc, de mon point de vue, c'est tout simplement de garder courage, comme ils l'ont eu jusqu'à là, juste deux, trois mots, pas plus. Le deuxième point que j'ai envie de... Ça y est. Ça ne fait pas encore très... C'était difficile d'arrêter Moussa tout à l'heure. C'est pour ça qu'il ne m'a pas laissé beaucoup de temps. C'est tout simplement faire tout pour empêcher qu'ait lieu l'élection. Parce que, en fait, l'enjeu crucial, c'est l'élection, la fausse élection du 12 juin. Cette élection avortée, le peuple algérien aura gagné. Et tout simplement aussi dire qu'il doit y avoir une jonction entre les grèves pour des raisons sociales avec le Hirak. Oui. Dès lors qu'il y aura cette jonction-là, notamment la journée du mardi, s'il y a grève nationale, aussi pour des raisons de libération du pays, du recouvrement de la souveraineté du pays, du peuple algérien, et la réclamation des droits sociaux des Algériens, cette jonction-là fera en sorte que le pouvoir risque de s'effriter. Juste très rapidement, le Hirak ne doit pas avoir peur justement des contestations sociales. Ça fait partie aussi du paysage de contestation. Il doit faire son escalade et les contestations sociales doivent comprendre que le problème n'est pas d'une corporation, d'un secteur, mais le problème est politique. Donc le politique à l'origine de tout. Donc il faut aller vers la protestation politique dans le Hirak. Merci Moussab Hammoudi, merci Hassan Hirish, merci Rachid Mesli, merci Moukharar Naït Mimoun, Abdelnour Aït Saïd qui devait passer pour 2 ou 3 minutes avec nous, l'étudiant très courageux, ne peut pas passer parce qu'on a mis son frère en prison et qu'il est au commissariat. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Sahaf Torkum, Silmiya, Khawa, Hatta Tji, Al-Hurriya. Qawala khair.